Hans Petersen, comte de Norvège. Le petit port de Ningsver, d'ordinaire si tranquille, était ce matin-là en proie à une agitation fébrile. Les habitants formaient un groupe compact devant la jetée, se pressant les uns les autres pour mieux voir. Chacun y allait de son commentaire. On s'interrogeait. Un homme fendit la foule. « Braves gens, commença-t-il, vous ne me connaissez pas, mais je me permets d'intervenir car ce que j'ai à vous dire pourra peut-être apporter quelques lumières sur la mystérieuse affaire qui nous occupe. L'homme que la marée a rejeté ici, dit-il, désignant un cadavre enveloppé d'algues, allongé à ses pieds, était pour moi il y a encore quelques heures un parfait inconnu, mais le hasard fait qu'à présent j'en sais certainement plus sur lui que n'importe lequel d'entre vous qui aviez l'habitude de le voir errer le long des côtes de Lofoten. Je suis arrivé hier après-midi sur votre archipel, par le ferry en provenance de Boude. Après m'être rendu sur la falaise de Moskenes pour admirer le fameux maelstrom dont nous parle Edgar Poe, je décidai de rester séjourner quelque temps dans ces lieux magnifiques. Comme je m'informais des jolies particularités de votre pays, on me conseilla la route côtière qui s'achève à votre village. C'est ainsi que j'arrivai dans la soirée. Je trouvai sans difficulté une chambre à l'hôtel, et après m'être restauré, je partis explorer les alentours. À plusieurs reprises au cours de ma promenade, j'aperçus cet homme étrange. Il parlait tout seul, tendait les bras comme pour toucher quelque chose d'imaginaire et semblait très agité intérieurement. J'ai pensé qu'il devait s'agir de l'idiot du village. Je continuai ma promenade, absorbé dans la contemplation de cette lumière d'été qui illumine ici chaque recoin de la nature, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, et c'est aux environs de minuit que se produisit ce qui m'incite à présent à réclamer votre attention. Son introduction avait suscité la curiosité des villageois, de telle sorte que l'étranger reprit dans le plus profond silence. Comme je rentrais à l'hôtel en longeant la jetée, dit-il, j'aperçus une nouvelle fois cet homme étrange. Jusque-là, il avait totalement ignoré ma présence, mais maintenant il me faisait face et me fixait d'un regard enfiévré. Gêné, je poursuivis ma route, feignant de n'avoir pas remarqué son attitude, mais alors il se mit à courir dans ma direction, et lorsqu'il m'eut rejoint, il m'agrippa le bras. Il était terriblement excité et tenait à toute force à ce que je l'écoute. Craignant qu'un refus n'entraîne quelque extravagance de sa part, je lui répondis avec la plus grande douceur que j'étais parfaitement disposé à l'entendre, mais qu'il fallait impérativement qu'il se calme d'abord. Mes mots produisirent sur lui un effet certain, car il me répondit d'une voix parfaitement apaisée. « Vous avez raison, monsieur. Je m'excuse de vous avoir effrayé, mais depuis longtemps je ne suis plus moi-même. Tout va rentrer dans l'ordre ce soir, et je ne vous reverrai plus ni aucun des habitants de ces îles. Alors s'il vous plaît, écoutez-moi. J'ai besoin qu'au moins quelqu'un sache, à défaut de me croire. » Nous nous assîmes sur un rocher, face à la mer, et l'homme commença son récit. « Je me nomme Hans Pedersen, dit-il, et je suis né dans le port d'Ålesund. Mon père, comme la plupart des hommes de cette ville, était marin-pêcheur. Ma mère travaillait à la corderie. Enfant, je jouais avec mes camarades à faire des ricochets dans la mer. J'allais, comme tous les enfants, dénicher dans les herbes les œufs que pondaient les éders pour les gober. J'avais peur aussi des trolls, et avant de m'endormir, j'aimais sentir les mains épaisses de ma mère caresser mes cheveux. Époque bénie qui ne revient jamais. Un soir de Saint-Jean, autour des feux de joie, je découvris d'autres mains et d'autres caresses. Je devins un homme. À la pêcherie, j'étais respecté comme un marin habile et un ami sincère. Je vous raconte cela, monsieur, pour que vous sachiez que je n'ai pas toujours été tel que vous me voyez aujourd'hui. Je rêvais de fonder un foyer comme tous mes camarades. J'aurais aimé moi aussi avoir des enfants, et il eût été normal qu'après les avoir vus grandir, je connaisse le bonheur de raconter des histoires à leurs propres enfants. Le destin ne le voulut pas. L'homme se tut. Après un silence comme s'il plongeait au fond de lui-même, il reprit. Tout bascula par une nuit d'orage. L'équipage du Mette Marit avait embarqué aux alentours de 23 heures sur une mer agitée. À bord, l'ambiance était aux plaisanteries. Nous avions l'habitude de ce genre d'expédition et le mauvais temps ne risquait pas d'altérer notre bonne humeur. Ce soir-là, mon compagnon de quart était Björn Larsen, mon ami, le frère de ma fiancée.
Lorsque vers 3 heures du matin je vins le relayer à la barre, il me confia que l'air frais faisait du bien à son âme et qu'il préférait rester là plutôt que de rejoindre l'atmosphère enfumée de la cabine et les parties de cartes. Je savais qu'une trop longue veille pouvait être dangereuse et j'aurais dû insister pour relayer mon camarade. Au lieu de cela, je rentrais me mettre au sec. Vers 4 heures du matin, tandis que je commençais à m'assoupir, je fus d'un coup, ainsi que les autres membres de l'équipage, violemment projeté à l'autre bout de la cabine. Le bateau venait de heurter un rocher. Je me précipitais sur le pont, mais il n'y avait personne. Le choc avait projeté Bjorn par-dessus bord, et il criait pour qu'on lui vienne en aide. La mer de Norvège est particulièrement froide et noire. Si l'on ne s'y noie pas, on y meurt, gelé au bout de quelques minutes. Je n'avais qu'une seule chose à faire, me saisir de la bouée de sauvetage attachée à une corde et la lancer à mon ami. Mais je ne le fis pas. Au lieu d'agir dans l'urgence du danger, je restais là, immobile, face à mon camarade qui se débattait dans l'océan. Mes yeux le voyaient, mais je le regardais comme on regarde une image. J'assistais à ce qui se passait, mais je n'en ressentais pas la réalité. C'était comme si, soudain, j'avais été tiré à côté de moi-même, ou vers un autre moi-même, étranger à tout. Bjorn, quant à lui, criait désespérément. Je ne sais combien de temps cela dura, mais lorsque l'équipage, venu à la rescousse, repêcha enfin le malheureux, il était mort. Quelques heures plus tard, nous accostâmes dans le port de Bergen. Je descendis à terre et ne revins pas au bateau. J'étais effondré, muet face à mon crime. Comment avais-je pu laisser se produire pareille horreur? Quelle espèce d'abomination avait surgi de moi? Qui étais-je pour être capable de commettre une telle monstruosité? Tout se mélangeait dans ma tête, et la seule chose que je percevais clairement était qu'une terrible tragédie venait de se produire qui avait emporté sans espoir de retour tout ce que j'avais été. Il prit une respiration profonde et dit tout doucement « Voyez-vous, monsieur, il suffit parfois d'un instant pour que bascule le destin d'un homme. » Il se tut à nouveau. Le ressac de la marée clapotait doucement contre la jetée, puis il reprit, le regard tourné vers la mer. Les jours qui suivirent ne m'apportèrent aucun réconfort. La douleur et la honte submergeaient ma pensée. Le chagrin et le remords devinrent mes seuls compagnons. Que mes yeux soient ouverts ou que je les ferme, je trouvais toujours face à moi l'horreur de mon crime. De jour en jour, mon cœur s'épuisait. La seule vue de l'océan me devint insupportable. Je m'enfonçais à l'intérieur des terres. Je marchais et marchais le plus loin possible. Je dormais dans des cabanes lorsqu'il s'en trouvait une, dehors s'il ne s'en trouvait pas. Les jours, les semaines passèrent. À l'été succéda l'automne, puis vint l'hiver. Finalement, un soir qu'il faisait trop froid pour continuer sur le chemin, j'entrai dans une taverne. La première pinte de bière que je vidai me réchauffa le corps et l'âme. Je sentis avec délice le liquide couleur d'or se répandre dans tout mon être. Je fermai les yeux et savourai cet instant. Ma poitrine, qui semblait pétrifiée comme un roc depuis l'horrible nuit sur la Mette Marit, s'ouvrit et s'emplit d'air comme sous la poussée d'une sève nourricière. Je commandai une seconde bière. Après la troisième pinte, l'engourdissement me gagna. Ma bouche devint pâteuse. À mesure que je buvais, mon cerveau s'enfonçait dans un ouateux brouillard, du fond duquel les pensées ne remontaient plus. Je goûtais à l'indicible oubli, et c'est ainsi que je rejoignis la communauté des hommes. Dans les mois qui suivirent, j'arpentais le pays en tous sens. Pour me nourrir, je louais ma force de travail. Aux récoltes, à la belle saison, pour les travaux sur les lignes de chemin de fer et le flottage en automne, à l'entretien des fermes en hiver. Il y avait sur la route beaucoup d'autres vagabonds comme moi, mais je ne parlais ni ne me mêlais à personne. Si je regardais quelqu'un dans les yeux, je me demandais immédiatement « Et s'il fallait lui tendre la main, le ferais-tu cette fois ?» Alors je me détournais, incapable de répondre, et reprenais ma besogne. L'argent que je gagnais, je le buvais, et je buvais toujours plus. Je ne parvenais plus à m'endormir que complètement saoul. Cela m'abîma les nerfs. Je devins violent. La boisson affaiblissait aussi ma résistance au travail, et finalement, on ne voulut plus m'embaucher. Je pris alors l'habitude de vivre de mendicité.
J'errais ainsi, telle une ombre non plus sur les routes et les chemins, mais à travers les ruelles sombres des villes, au plus près des bouges et des cabarets où je savais pouvoir trouver ce que je cherchais. Gardant l'argent des oboles pour me payer à boire, je découvris que la privation de nourriture produisait une sorte d'ivresse et que l'effet de l'alcool était lui-même multiplié par la faim. Je ne mangeais plus qu'une fois tous les 2-3 jours. Cet état me mena aux portes de la folie, mais derrière ces portes il y avait l'oubli, et c'était tout ce que je cherchais. Ivre du matin jusqu'au soir, je ne pensais plus à rien, y compris et surtout au jour maudit où j'avais laissé mourir mon compagnon. Je ne ressentais plus rien. Les passants me heurtaient du pied comme un tas de chiffons sans même s'en rendre compte. J'aurais pu m'éteindre ainsi sans que quiconque s'en aperçoive. Une nuit pourtant, que j'avais bu plus encore qu'à l'ordinaire, je m'éveillai en sursaut, submergé par une peur totale, vertigineuse, comme si la mort elle-même me tirait par les cheveux. Pris d'un accès de panique, je me redressai et fuyais de toute la force de mes jambes à travers les rues désertes de la ville. Parvenu sur le port, je me glissai, au hasard, à bord d'un navire de commerce. Je me recroquevillai tout au fond de la cale. Ce qui m'avait poussé à agir ainsi, je l'ignore. L'obscurité était complète. Il n'y avait pas de hublot, mais je reconnaissais des odeurs lointaines, familières. Je m'endormis. Lorsque je m'éveillai, je compris au tangage que le bateau avait quitté le port. Je décidai de rester caché jusqu'à la prochaine escale. Il y avait dans la cale quelques tonneaux de blé. J'appris en la mâchant à me satisfaire de cette nourriture. Lorsqu'il pleuvait, un peu d'eau s'infiltrait à l'intérieur du navire. Alors je léchais les parois de bois et c'était tout ce que j'avais à boire. Les jours passaient et nous voguions. Peu à peu mes yeux s'habituèrent à l'obscurité permanente qui régnait en ce lieu, mais je perdis vite la notion du temps. L'épuisement et le manque d'alcool provoquèrent en moi des visions douloureuses. Des images distordues de mon passé surgissaient sous mes yeux peuplés de fantômes. J'étais de plus en plus malade et le bateau ne faisait pas escale. Mon cerveau se démenait au milieu de mes cauchemars. Mon corps commençait à m'échapper. J'étais occupé à tenter de maîtriser un tremblement qui s'était emparé de mes mains et remontait dans mes avant-bras, mes coudes et jusqu'à mes épaules, lorsqu'un craquement monstrueux emplit le réduit où j'étais reclus. Le bateau se mit à tanguer en tous sens. Des gens criaient au-dessus de ma tête. Les parois se disloquèrent. L'eau s'engouffra dans la cale et je sus que j'allais mourir. Hans Pedersen s'interrompit. « J'en viens à présent, monsieur, au plus extraordinaire de mon histoire, reprit-il en me regardant droit dans les yeux. Mais je vous demanderai de fixer le jugement que vous portez sur moi avant que je ne poursuive. Comme vous le constatez, je ne tremble pas, ni ne délire. Je n'ai plus touché une bouteille d'alcool depuis des années, et si je ne fréquente pas mes semblables, c'est que j'ai mes raisons. Alors écoutez-moi jusqu'au bout, et lorsque je vous aurai quitté, allez, si vous le pouvez, dans le port d'Ålesund d'où je suis né. Dites aux gens qui vivent là-bas que vous m'avez connu, et racontez-leur mon histoire. Peut-être me jugeront-ils moins durement alors, lorsqu'ils sauront que malgré mon infamie, j'aurais été, au moins une fois dans ma vie, un homme de bien, digne d'amour. Hans Pedersen fit silence à nouveau. D'un mouvement de la tête, j'acquiesçai à sa demande. Il reprit le cours de son récit. Quand la mer m'entraîna, j'étais prêt à mourir. Finalement, je sentais dans mon cœur comme une délivrance. Mais ce jour-là, la mort ne voulut pas de moi. Les courants me roulèrent vers la terre et j'échouai sur une plage. Il ne restait plus trace de la violente tempête que nous venions d'essuyer. Le ciel était limpide et la mer avait retrouvé son calme. Malgré la douleur que j'éprouvais dans tout le corps, je me levai à demi et scrutais l'horizon à la recherche de quelque chose ou quelqu'un qui aurait survécu au naufrage. Mais chose étrange, aussi loin que mon regard puisse porter, je ne découvris aucune trace du navire. Pas la moindre poutre, pas le moindre morceau de voile, pas une plainte d'éventuels rescapés. Je tentais de me relever complètement, mais mes jambes se dérobèrent et je poussai un cri. L'une d'elles était cassée. Une sorte de forêt avançait, jusqu'à environ 100 mètres du rivage. Je décidai de me traîner au moins jusque-là, poussé par ce vieil instinct, commun aux bêtes et aux hommes, qui nous dicte de nous mettre à couvert lorsqu'on est vulnérable. L'effort que je dus fournir pour progresser dans le sable mou m'épuisa, et je perdis connaissance. Je ne sais combien de temps je dormis. Je fus réveillé par une sensation de fraîcheur.
Des gouttes d'eau tombaient à intervalles réguliers sur mon visage. J'ouvris les yeux. Une jeune fille me souriait. « Où suis-je » demandai-je. « Qui êtes-vous » La jeune fille continuait de sourire, mais je ne reçus pas de réponse. Je me redressai un peu en m'appuyant sur les coudes, et ce que je vis alors m'étonna au plus haut point. Le visage et le corps qui se tenaient au-dessus de moi étaient bien d'une jeune fille, mais ses jambes s'enfonçaient dans la terre comme des racines. Ses bras étaient des branches dont les feuilles avaient recueilli l'eau qui m'hydratait. Autour d'elle se tenaient d'autres jeunes filles de même constitution. J'essayai de me redresser, mais une douleur intense me fit comprendre que je ne pouvais pas me lever. J'essayai alors en vain de tirer quelques mots de ces jeunes filles. Puis, d'épuisement, je m'endormis. À mon réveil, elles étaient toujours là, silencieuses. Il me fallut m'habituer à leur présence muette. Plusieurs jours passèrent ainsi. Les jeunes filles plantes me tenaient compagnie et me protégeaient du soleil avec leur large feuillage. D'abord plein de gratitude, je me mis rapidement à éprouver de la tendresse pour ces êtres qui prenaient soin de moi. À défaut d'entendre leur voix, j'appris à lire les expressions de leur visage. Pour combler le silence, je leur contais les choses du monde que je connaissais, les épreuves que j'avais traversées, les souffrances que j'avais endurées. Je suivais les mouvements de leurs âmes dans leur regard attentif. C'était la première fois que je parlais autant de moi. Une nuit, je fis un rêve. La jeune fille qui m'avait sauvé le jour du naufrage était avec moi sur la plage. Elle n'était plus tenue par ses racines et dansait joyeusement. Ses longs cheveux jouaient avec le vent. Parfois sa main venait frôler la mienne. Avec une infinie douceur, ses lèvres se posèrent sur les miennes. Les jours qui suivirent n'apportèrent aucune modification à la routine qui s'était installée. Je parlais, elles écoutaient, et le soleil suivait sa course dans le ciel. Mais les nuits avaient changé. À présent, dès que le sommeil me gagnait, je les rejoignais en rêve. Je les voyais rire, chanter, jouer comme des enfants, sans plus aucune racine pour les retenir. Elles m'accueillaient dans leur danse comme un des leurs. Pour moi, qui avais tant œuvré à n'être plus personne, ces rêves étaient une résurrection. J'en vins à souhaiter de ne plus m'éveiller. Mais chaque matin, je les trouvais là, à nouveau enracinées dans la terre, muettes, leurs longues branches au vert feuillage me protégeant du soleil. Ma jambe guérissait et je pouvais à présent varier les positions de mon siège, mais de les voir ainsi, pâles ombres de mes rêves, m'emplissait de tristesse. Une nuit, je m'en ouvris à la jeune fille qui m'avait embrassé et dont j'étais tombé amoureux. Elle proposa de m'épouser pour que je ne sois plus obligé de les quitter au matin. Je mis ma main dans la sienne et la suivis sans hésitation. Tout autre aurait craint de basculer dans les ténèbres. Allais-je réellement renier la lumière du jour, refermer le couvercle de la réalité sur un rêve sans fin, me retrancher irrémédiablement du monde des humains? Je n'eus pas une pensée pour ce pauvre détail. Cette nuit-là fut le plus beau jour de ma vie. Mais au matin, mes yeux s'ouvrirent. Les jeunes filles, comme d'habitude, se tenaient autour de moi, immobiles, muettes, enracinées. Mais quelque chose avait changé. Elles semblaient profondément attristées. La journée fut pénible à passer. Le soleil à nouveau enfin se coucha, mais cette nuit-là je fus long à trouver le sommeil. Lorsque je rejoignis ma bien-aimée, elle me prit par la main et dit « Suis-nous, il faut que tu voies quelque chose. » Nous marchâmes vers la forêt. Tout sur l'île était d'une extraordinaire beauté, mais je n'oublierai jamais l'endroit où elles m'amenèrent. Comment une telle horreur pouvait-elle exister? Pareil à une plaie béante dans cette nature bénie, s'ouvrait devant moi un profond gouffre noir. Une matière purulente respirait en son fond, soulevée à intervalles réguliers par ce qui ressemblait au battement d'un cœur. Quelque chose comme une grappe de milliers de serpents, maillés inextricablement les uns aux autres, enserrait cette matière, l'étouffant. « Voilà ce que tu as amené ici, dit alors ma bien-aimée. Voilà ce qui t'empêche de nous rejoindre. Voilà les racines qui nous retiennent. Il n'y a que toi qui puisses tuer cette chose. » Elle se tut. Des larmes coulaient sur son visage. Je regardais l'horrible béance, et ce fut soudain comme si tout recommençait.
Une angoisse terrible me saisit, et je sentis alors, surgissant du plus profond de mon ventre, la présence du monstre. Après toutes ces années, il demeurait tapi en moi. Tout comme j'avais regardé mon ami Bjorn se noyer, mes yeux fixaient à présent le gouffre, tandis qu'une force irrépressible me repoussait, quelque part hors de moi-même, à un endroit où rien n'avait plus de réalité, où j'étais étranger à tout. Je me réveillais dans un sursaut trempé de sueur. Ma jambe, à présent, était complètement guérie, et ma première pensée fut alors de fuir. Mais je regardais les jeunes filles Racine, et c'est une toute autre décision qui se fit jour en moi. Je n'eus aucune peine à retrouver la faille. Je suivis seulement le chemin sur lequel, la nuit précédente, elle m'avait guidé. À présent, il faisait grand soleil. Le gouffre en ses entrailles n'en était pas moins terrible. Je sautai. À l'impact, les racines volèrent en tous sens. Dès cet instant, je dus me débattre pour n'être pas broyé. De mon couteau, je taillai à grands coups dans la masse tentaculaire, coupant les chairs, me rapprochant du centre. Je parvins jusqu'au cœur, et coupant la dernière racine, le libérai. Puis je glissai dans le vide. Le fond du gouffre était traversé par une grotte, reliée à l'océan. Une fois dans cette grotte, il ne me resta plus qu'à nager vers l'air libre et rejoindre la plage où les jeunes filles m'attendaient. Mais jamais je ne les revis. Jamais je ne les revis, car ce fut l'équipage d'un bateau qui me repêcha. On me hissa à bord, et il fallut pour cela la force de 4 marins, car je me débattais comme un vrai possédé. Ils m'attachèrent solidement. Je tournais désespérément la tête vers la plage et criais « Ne m'abandonnez pas, aidez-moi, ne les laissez pas m'emmener, je ne veux pas vous perdre !» Et je tombais à demi inconscient, déchiré de chagrin. Alors je les entendis. Porté par le vent, je perçus leurs voix douces et tristes qui traversaient l'espace pour venir caresser mon âme à la torture. « Ne nous oublie pas, Hans, ne nous oublie jamais, disait-elle dans le souffle des alizés. Cherche-nous comme nous te chercherons. Un jour nous serons réunis. » Lorsque le navire eut rejoint la Norvège, on m'enferma quelque temps à l'hôpital de Bergen, puis on m'oublia, et je repris ma route. Combien de temps avait passé, je ne sais. Dehors, le monde était le même, mais moi, j'avais changé. Je partis vers le nord, et depuis je parcours le monde, attentif toujours au moindre signe d'elle. Voilà une éternité, monsieur, que je guette le silence. Ma souffrance fut immense, mais ce soir, je les ai retrouvés. L'étranger s'arrêta de parler. Tout le village l'avait écouté. Pas une voix ne l'avait interrompu. À présent, les bateaux, partis pêcher la veille au large, rentraient au port. Il leva la main vers sa tête, ôta son chapeau, le plaça sur sa poitrine et dit « Voilà, braves gens de Ningsver, le récit que me fit l'homme étrange hier soir, tandis que je rentrais à l'hôtel. Je vous rapporte son histoire telle qu'il me l'a contée, laissant à chacun d'entre vous le soin de choisir ce qu'il veut en penser. S'est-il donné la mort? A-t-il sauvé sa vie? Je ne sais, et tout comme vous, je m'interroge, car je n'ai jamais vu un cadavre qui sourit. Quant à toutes ces algues enroulées sur son corps, nous savons à présent ce qu'elles signifient.